Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, affirme une fois de plus la tenue des élections générales pour le 20 décembre prochain. Il a fait cette annonce en Séoul, en Corée du Sud, où il est en mission pour suivre la finalisation du matériel électoral qui avait été commandé. Et à l'international, selon un rapport du cabinet de conseil en numérique Tech Cabal Insight, le chiffre d'affaires global des plateformes du commerce électronique actives en Afrique devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Vous aurez les détails dans cette édition. Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer et bienvenue dans ce journal. Pour ce soir, nous avons un intervenant, il s'agit de Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné Boinali. Bonsoir Damani Mozinga. Avec vous, nous allons parler de l'observation des élections en RDC et plus particulièrement l'annonce de l'Union européenne sur l'envoi de ses observateurs pour les élections de 2023. Mais je vais vous revenir dans les prochaines minutes. Commençons par cette information. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral, a encore une fois rassuré sur la tenue des élections générales pour le 20 décembre prochain, après une séance de travail avec Miru System, une firme coréenne, où le matériel a été commandé afin d'apprécier le travail qu'ils ont accompli en synergie avec les équipes de la CENI, dépêchées depuis plusieurs semaines. Suivez. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, séjourne à Séoul, capitale de la Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023 pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé auprès de la société coréenne Miru System. Au lendemain de son arrivée, Denis Kadima a tenu une séance de travail avec les responsables de Miru System au siège de cette firme coréenne, où il était question d'apprécier le travail accompli en synergie avec les équipes de la CENI, centrale électorale, dépêchées depuis plusieurs semaines, dans l'objectif d'équiper la CENI du matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC. À l'issue de sa visite à l'entrepôt de Miru System, le président de la CENI s'est dit satisfait du travail accompli car la production de matériel est terminée. Je suis en Corée du Sud avec une délégation pour voir comment le travail s'est déroulé parce que le gros de la tâche est fait. Et je suis venu voir comment les équipes se tirent d'affaire. Je dois avouer que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été exécuté. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a plein de matériel, notamment les dispositifs électroniques de vote D&V, les bulletins de vote et autres qui sont déjà fabriqués et n'attendent que d'être expédiés au pays. Il y en a ceux qui arriveront directement à Kinshasa et d'autres en province pour assurer un déploiement efficace. Le numéro 1 de la centrale électorale a coupé court aux spéculations et par la même occasion, Denis Kadima a rassuré sur la tenue des élections à la date indiquée dans le calendrier électoral. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre 2023, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu ce jour-là, parce que la CENI évolue bien selon son calendrier. J'aimerais vraiment exhorter les Congolais à ne pas se fier à ce qui s'est dit, mais à croire plutôt à ce qu'entreprend la CENI, car nous voulons faire partie de la solution et non du problème. Les Congolais doivent savoir que tous les 5 ans, nous devons avoir les élections et ce n'est pas le moment de commencer à spéculer. Donc le 20 décembre, pas bongama, élection aux Alpes. À moins de 50 jours de la tenue des élections, le calendrier électoral signale que plusieurs étapes ont déjà été franchies et que la CENI évolue bien selon le délai prévu. À quelques jours de la tenue des élections, des missions d'observation s'annoncent en RDC. La dernière en date à avoir annoncé son déploiement, la mission de l'Union européenne. Selon un communiqué publié
par Joseph Borrell, haut représentant de cette organisation continentale. L'Union européenne répond à une sollicitation des autorités congolaises. Mais qu'en pensent les Congolais? Nous avons promené le micro de Géopolis Télévision à Kinshasa pour recueillir les réactions suscitées par l'annonce de la venue au Congo de la mission d'observation pour le compte de l'Union européenne. Suivez. L'Union européenne vient de nommer une responsable là-bas. L'Union africaine, pourquoi? Pourquoi? Hein? Alors qu'en Occident, bon, pourquoi ils ne vont pas en Chine? Ils ne vont pas en Corée? Ils ne vont pas aux États-Unis? Pourquoi? C'est ça. Est-ce que l'Union africaine existe réellement? L'Union africaine, ce qui existe, ce sont les États. Et nous savons, ou même regarder, par exemple, les cas de coups d'État. Tantôt l'Union africaine s'est prononcée pour accepter ce type de coup d'État, tantôt l'Union africaine. Ça montre que ceux qui sont à la tête de nos États, ils sont à la sorte de l'impérialisme, à terme clair. C'est ça, non? L'Union africaine existe. Toi, tu peux aller en Égypte maintenant, tu quittes aujourd'hui, tu vas en Égypte, tu vas en Tunisie, ça n'existe pas. Premièrement, en tant qu'Africain, panafricaniste et Congolais, je suis contre cette pratique que je peux appeler une pratique coloniale, dont aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, les Occidentaux, au fait, penseraient qu'il fallait toujours avoir une mainmise sur l'Afrique. Ce n'est pas normal. On ne dit pas que nous avons, pour que les processus électoraux en Afrique soient crédibles, est-ce que c'est une obligation que les observateurs de l'Union européenne viennent pour nous dire que nos élections se sont bien déroulées? Non, ce n'est pas normal. À un moment donné, on doit sortir sur ces stades-là. C'est comme si nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas capables d'organiser les bonnes élections en Afrique. Nous avons vu aux États-Unis, une des plus vieilles démocraties du monde, les élections entre Donald Trump et puis Joe Biden. On a vu la publication de résultats. On a vu les candidats de Donald Trump faire ce qui s'est fait en Afrique. Il a récusé les résultats, il y a eu des troubles, des échauffourées, ainsi de suite. Donc ça signifie que les mêmes faiblesses que nous avons en Afrique, les Occidentaux ont aussi les mêmes faiblesses. C'est un élément qui va garantir aussi la transparence et la crédibilité. Parce que n'allons pas oublier que dès le départ, dès la mise en place de la CENI, d'inviter les observateurs, il n'y a pas seulement l'Union européenne, il y a aussi l'Église catholique, l'Église protestante, il y a aussi une mission qui est purement de la République démocratique du Congo. Je pense ce que nous encourageons, nous disons plutôt à la mission de l'Union européenne que c'est pour observer les élections, bien sûr, pas pour s'ingérer dans la publication des résultats. Cela nous ramène à notre intervenant de ce soir, Dieudonné Boinali. Nous parlons de l'observation des élections en RDC. Alors, dites-nous, pourquoi en période électorale, l'Union européenne s'intéresse autant aux élections? Merci Damani Mojinga. Permettez-moi d'avoir déplacé un mot introductif. L'observation des élections est une preuve très visible de la détermination de la communauté internationale à soutenir la démocratie dans le monde et à promouvoir les droits de l'homme. L'Union européenne n'est pas la seule organisation continentale à s'intéresser au processus démocratique dans le monde. Nous avons sur le continent l'Union africaine et même sur les plans sous-régionaux des organisations comme la CIAC, la SADC, qui s'intéressent aussi à l'organisation des élections pour que ces élections soient réellement démocratiques, transparentes, honnêtes et inclusives. Voilà un peu ce que je peux dire en introduction. Quant à votre question qui consiste à savoir pourquoi l'Union européenne s'intéresse tant au processus électoral en République démocratique du Congo, il faut d'abord savoir c'est pour la stabilité de la région. La République démocratique du Congo a 9 voisins. Nous avons 9 frontières que nous partageons avec les voisins. Pour paraphraser un peu les présidents togolais et Adema, paix à son âme, qui disait que non,
quand la case de votre voisin vit et brille, il faut le secourir vite, sinon ça sera votre tour. C'est dans cette logique-là que l'Union européenne, pour le compte de la stabilité régionale, s'intéresse à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi le fait que la RDC a été toujours considérée comme les coffres-forts des matières premières, dont les cobaltes, les cuivres, et maintenant on parle des lithium, des minéraux stratégiques qui sont au cœur de la transition énergétique. Vous avez aussi le fait qu'il y a une forte présence de la communauté européenne en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'à voir les ambassades que nous avons à Kinshasa et d'autres dont les ouvertures sont annoncées. Il y a eu récemment l'ouverture de l'ambassade de Turquie en RDC. Vous avez aussi le fait que l'Union européenne veut protéger ses investissements en République démocratique du Congo. Et enfin, comme je l'ai dit dans les mots introductifs, c'est pour promouvoir les valeurs de démocratie et des droits de l'homme sur le continent africain. Voilà les raisons qui poussent l'Union européenne à s'intéresser tant à la République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup, mais celles-là que j'ai citées sont les principales. Ok, on voit un peu la transparence par rapport à ce que vous dites. L'Union européenne tient à la transparence des élections. Mais pourquoi nous ne voyons pas, par exemple, l'Union africaine envoyer des observateurs aussi, par exemple, dans certains pays européens? Pourquoi c'est seulement l'Europe qui vient ici, en Afrique, pour pouvoir le faire? C'est une bonne question d'Amani Mujinga. J'ai aimé l'intervention du dernier téléspectateur, M. Christopher, quand il a dit que pourquoi nous les Africains, nous n'allons pas aussi en Occident aller observer leurs élections. Il y a plusieurs raisons. Vous savez déjà, l'Union africaine vit aux mamelles de l'Union européenne. Elle est dépourvue des moyens. Plus de la moitié des moyens dont dispose l'Union africaine provient de l'Union européenne. Moi, je ne vois pas d'où viendront les moyens pour que l'Union africaine puisse déployer ses observateurs partout dans le monde et plus précisément dans les pays occidentaux. L'autre problème, avons-nous la logistique nécessaire et les personnels en nombre suffisant pour les envoyer des par le monde aller observer les processus électoraux dans le monde? Je ne pense pas. Deuxièmement, il y a aussi une sorte d'ingérence dans les chefs de certains acteurs de l'Union européenne, dans les processus démocratiques en Afrique, voire même dans la gouvernance publique. Parce que si vous consultez notre loi qui régit les partis et les regroupements politiques, en ce qui concerne les financements, le législateur a mis des verrous. C'est-à-dire aucun parti politique ne peut recourir au financement extérieur, quoi qu'il soit, même celui de l'Union européenne. Mais malheureusement, l'État lui-même, qui est censé être le garant des textes que nous disposons dans les pays, lui-même recourt au financement extérieur pour organiser les élections. Là, vous avez vu que nous avons eu des problèmes après le premier cycle électoral de 2006, qui a été financé en grande partie par l'Union européenne. Il y a une grande partie des promesses qui n'ont pas été réalisées pour les Européens. Et cela, vous avez vu que le président Joseph Kabila avait eu des problèmes par la suite, après le processus de 2006. Ce qui l'avait même poussé à chasser ou à refuser la présence des observateurs européens lors des prochains processus électoraux, dont celui de 2018. Merci Dieudonné Ouanali. Voilà. Je vous garde encore pour moi. On va poursuivre avec l'actualité. Le Premier ministre Samalou Kondé a ouvert ce mardi 7 novembre les travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur le financement du développement en RDC à Kinshasa, placé sous le thème « Identifier, débloquer le potentiel de financement du développement durable et développer un cadre national de financement intégré du développement ». Ces assises sont organisées par le ministère du Plan avec la collaboration technique du PNUD. Suivez le chef du gouvernement qui revient ici sur les objectifs de ce dialogue. La tenue de ce dialogue revêt une importance particulière pour le gouvernement, car elle est une manière de retracer fidèlement et avec efficacité la volonté de ce dernier de traduire en actes la vision du chef de l'État au quotidien. Le processus
d'évaluation de financement du développement, EFD en sigle, entrepris en République démocratique du Congo, s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus du développement en République démocratique du Congo. Il se décline sous la forme d'une série de dialogues sectoriels et nationaux ayant porté sur les divers mécanismes de financement. C'est à l'issue de ces dialogues sectoriels d'experts qu'on a produit le rapport intérimaire qui nous a été d'ailleurs présenté ici tout à l'heure et une feuille de route provisoire du cadre national de financement intégré, CNFI en sigle, sur l'organisation d'un dialogue de haut niveau de concertation censé finaliser de manière harmonieuse la feuille de route du cadre national intégré de financement du développement et de convenir de manière consensuelle sur son plan d'opérationnalisation. Ainsi, ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité de la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré, sous-tendu par une stratégie efficace de financement du développement. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, est arrivé hier lundi 6 novembre dans la soirée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sa présence va booster la détermination des FARDC à défendre la nation, indique l'armée dans ce reportage. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu des entretiens individuels avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame concernant la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ensemble, selon un communiqué de presse, ils ont discuté de la situation instable et de la crise humanitaire de plus en plus grave le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. La suite avec Dieudonné Boilali. Avant de s'envoler pour la Turquie dans un contexte de tensions entre Ankara et Washington sur le conflit israélo-palestinien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu hier lundi 6 novembre des entretiens individuels avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame concernant la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont discuté de la situation instable et de la crise humanitaire sans précédent, de plus en plus grave le long de la frontière commune entre le Rwanda et la RDC. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné l'importance d'une solution diplomatique pour apaiser les tensions entre les deux pays et a appelé chacune des parties à prendre des mesures pour désescalader la situation, notamment en retirant leurs troupes respectives de la frontière.
Je reviens à notre intervenant de ce soir, Dieudonné Boinali. Je vais enchaîner directement avec deux petites questions. Alors, premièrement, est-ce que la mission d'observation électorale a le droit de publier des résultats des élections, mais aussi le financement en partie ou en totalité des élections par l'étranger dans l'Union européenne? Est-ce une bonne chose pour la RDC? Bon, je commence par la seconde question. Obtenir des financements extérieurs pour financer nos propres élections qui relèvent de la souveraineté, ce n'est pas une bonne chose. En règle générale, les élections, normalement, doivent être organisées par le ministère de l'Intérieur du pays hôte. Mais ce que nous constatons est le contraire. Pourquoi le législateur a voulu qu'en République démocratique du Congo, que nous puissions avoir en dehors du ministère de l'Intérieur une institution d'appui à la démocratie dénommée CENI qui doit commencer à organiser les élections. Mais quand vous tendez votre main à l'étranger pour recevoir les financements, vous devez recevoir aussi des injonctions en retour. Si nous avons eu des problèmes avec les processus électoraux de 2006, parce que financé en grande partie par l'Union européenne, sécurisé par la force militaire de l'Europe est fort, et puis par la suite, il fallait leur donner quelque chose en retour. On parlait de la révision du code minier pour que celui-ci leur soit favorable, ce qui n'a jamais été vu jusqu'à aujourd'hui. Le Congo tient à protéger ses minéraux parce que nous vivons de ces minéraux. Il n'y a qu'à voir la composition de notre budget actuellement. Quant à la question de savoir si c'est une bonne chose pour une mission d'observation électorale de publier les résultats, j'ai dit non. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Une mission d'observation électorale poursuit quelques objectifs, dont notamment renforcer la crédibilité des élections, la réduction des fraudes, rassurer tous les acteurs en présence, atténuer les conflits post-électoraux, renforcer la confiance. Il y a aussi la valeur des témoignages et enfin les recommandations issues de toutes ces missions d'observation électorale sont proposées au gouverneur, dont la centrale électorale, pour améliorer les prochains processus électoraux sur les plans juridiques, techniques et politiques. C'est en ces missions-là qu'on reconnaît la présence d'une mission électorale dans un pays. Et non, parallèlement à la CENI, vous publiez les résultats des élections pour que ça puisse créer des troubles parce que votre candidat, votre poulain que vous avez soutenu, entre guillemets, n'a pas pu remporter la présidentielle ni avoir la majorité présidentielle. Vous vous êtes retrouvé avec un candidat perdant. Vous devez boycotter les résultats issus de ces urnes. Et puis, cette situation jette de l'huile sur les faits et vous voyez, nous avons maintenant des problèmes et qu'on ne sait plus gérer après les élections. C'est à cause de ça. Voilà pourquoi nous en appelons à la responsabilité de toutes ces missions d'observation électorale, que ce soit des missions extérieures, même les missions internes, nous en avons beaucoup comme la SYNCRO. Vous avez les instituts d'appui à la démocratie, des ONG. Il faut laisser la CENI faire son travail jusqu'à la fin, c'est-à-dire laisser la CENI publier les résultats. Les missions d'observation électorale sont là seulement pour nous rassurer que les élections vont bien se passer. Les élections ont été honnêtes, transparentes, inclusives. Il y a une bonne organisation pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. La mission n'est pas là pour publier les résultats, mais c'est pour observer les élections pour des améliorations futures. Il ne faut pas aussi oublier qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Il y aura toujours des imperfections. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Les États-Unis en ont à une centaine. Et la France, n'en parlons pas. Nous sommes jusque-là au 4e cycle électoral. Et nous apprenons de nos erreurs et nous allons corriger. Et pourquoi pas en 2030 et 2040 avoir des élections parfaites. C'était tout, Dieudonné Boinali. Merci à vous. Merci à vous aussi pour l'invitation.
Voilà. Depuis l'annonce la semaine dernière du lancement prochain par les forces conjointes MONUSCO-FARDC de l'opération Springbok afin de protéger les populations civiles dans la ville de Goma et ses environs contre une possible attaque des rebelles du M23, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu a exprimé son mécontentement face à cette énième opération. Mais pourquoi? Suivez ce commentaire. Depuis l'annonce la semaine dernière du lancement prochain de l'opération Springbok, une opération conjointe FARDC-MONUSCO visant à protéger la ville de Goma et la cité de Saké contre la menace du M23, la polémique enfle et réactions ne cessent de tomber à la rédaction de Géopolis Télévision. La dernière en date est celle du collectif des mouvements citoyens et groupes des pressions du Nord Kivu qui, dans sa déclaration, a manifesté son mécontentement face à cette énième opération et a invité par la même occasion la population martyre du Nord Kivu à rester vigilante. Sous la présence de la MONUSCO, plusieurs dégâts humains et matériels ont été enregistrés, notamment nombre les plus de déplacés internes dans notre pays, l'augmentation des groupes armés, l'agression à plusieurs reprises des armées rwandaises et ougandaises, les villages détruits, le pillage systématique de nos ressources naturelles du sol et du sous-sol, les violences sexuelles dont nos filles et mères ont été victimes sur leur propre terre. Nous interpellons nos autorités politico-administratives et militaires congolaises qu'en vue de ces expériences malheureuses que nous avons envers la MONUSCO, la population n'est pas d'accord avec cette opération conjointe car elle-même avait déclaré que les terroristes du M23 étaient lourdement armés plus que les forces militaires des Nations Unies et mieux organisés plus que les FARDC. La question est de trouver la solution au mécontentement de la population du Nord Kivu, pense Jacques Sinzaera, activiste de la société civile du Nord Kivu. La proposition que nous proposons est que les gouvernements quittent les injonctions diplomatiques et sachent que notre pays est agressé par le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est une couverture de la communauté internationale parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'aujourd'hui les Nations Unies se permettent de dire que le gouvernement congolais doit négocier avec le Rwanda. Qu'est-ce que nous avons pris au Rwanda pour que nous puissions dialoguer avec le Rwanda? C'est que nous pensons que le gouvernement puisse réorganiser notre armée et se préparer à de grandes batailles. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les FARDC et la MONUSCO lancent des opérations conjointes contre les forces négatives qui pullulent à l'est de la RDC dans le M23. Cette énième opération va-t-elle apporter les fruits escomptés? Qui vivra verra. Autre chose à présent, une table ronde a été organisée ce mardi par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, l'ARISCOM en sigle, à l'occasion de sa rentrée scientifique. Centrée sur la problématique de l'accès aux sources d'information et la relation entre les journalistes et leurs sources, la table ronde a réuni des enseignants du journalisme, des praticiens du métier et le ministre de la Communication. Suivez ce reportage de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. C'est autour du thème le journaliste et leur source d'information entre l'obligation de transparence et nécessité de protection qu'une table ronde a été organisée par l'ARCICOM ce mardi à Kinshasa à l'occasion de la rentrée scientifique 2023-2024. Le sujet a été débattu entre chercheurs en communication, le gouvernement ainsi que le pratiquant qui ont tour à tour revenu sur la problématique autour de la situation de la liberté de la presse, l'accès à la source d'information en République démocratique du Congo et puis la protection de la source d'information. Au sortir de la conférence, le professeur Jean-Pierre Ntsana, président de l'ARCICOM, est revenu sur l'objectif de la journée. Nous pouvons retenir que la période de campagne électorale est une période durant laquelle les journalistes seront sollicités énormément et qu'il est de leur devoir de rester vigilants pour ne pas relayer aveuglément les
discours des sources qui, durant cette période, seront des discours très orientés parce qu'ils vont relever de la propagande. Le journaliste a un contrat avec la société, avec le public, et au nom de ce contrat, il est obligé de traiter, de discerner les propos qui lui sont fournis par les sources et d'en retirer uniquement la vérité qui intéresse le public. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a à son tour salué l'initiative de la journée et a relevé quelques efforts du gouvernement en ce qui concerne l'accès aux sources d'information par les journalistes. Nous, l'effort que nous faisons, c'est d'abord de faire comprendre que dans la loi qui a été adoptée, aujourd'hui, un journaliste ne peut pas simplement être interpellé pour avoir sorti un article. Je pense que M. Ligodi a rappelé les prescrits de l'article 110 où, lorsque vous êtes lésé par un article, vous êtes d'abord obligé de faire un droit de réponse. Et les journalistes ont l'obligation de relayer votre droit de réponse dans les mêmes conditions que de l'article que vous avez dénoncé. Et nous pensons qu'il y a un chemin à se faire entre la loi, sa compréhension et son exécution. C'est un travail continuel, mais pour nous, la règle, c'est qu'il ne faut jamais arrêter les journalistes. Signalons que cette activité sera organisée par l'AXICOM après chaque trimestre. Ce 7 novembre, le monde célèbre la 32e journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée a pour but de faire connaître au grand public et surtout aux Africains cette importante catégorie de femmes et d'hommes qui dépensent pour que vive la littérature d'un pays, de tout un continent. Le constat amer est que les conditions de l'écrivain en République démocratique du Congo n'offrent guère des perspectives. À cette occasion, les écrivains congolais ont décidé de s'exprimer au micro de Rachel Misenga. La République démocratique du Congo est l'un des grands pays francophones de la planète. En dépit de cette position stratégique linguistique que certains pourraient envier, être écrivain dans ces pays n'est pas chose aisée. L'une des raisons est que la population congolaise n'a pas la culture de la lecture. Bien que les plumes ne manquent pas, les livres par contre ont du mal à s'écouler sur le marché. Dans ces conditions, les écrivains font l'apostolat. Ils ne peuvent donc pas vivre de leur métier. La situation de l'écrivain congolais n'est pas rose, elle est sombre parce que l'écrivain congolais éprouve de très grandes difficultés pour s'épanouir dans un pays où il n'y a pas de maison d'édition digne de leur nom, dans un pays où on ne trouve presque pas de librairies et les bibliothèques publiques ne sont plus approvisionnées. Et lorsque vous allez dans les écoles, vous ne trouvez presque pas de livres. Et même dans ces écoles, que ce soit des secondaires à l'université, vous trouvez rarement de personnes en train de lire dans les bibliothèques. Alors vous comprenez très bien que à ce moment-là, il est difficile pour que l'écrivain congolais puisse s'épanouir. Et cette situation peut s'expliquer aussi au fait que il est n'est pas pris en compte par aucune politique dans les pays, c'est-à-dire les gouvernements ne s'occupent pas de l'écrivain, ce qui est pour moi un crime. Il est vraiment véritablement un crime parce que l'écrivain congolais, il couche par écrit de pensée qu'il voudrait bien partager avec ses compatriotes pour que ces derniers puissent s'en saisir afin de répondre aux différents besoins, aux défis qui se posent dans la société. Ça dépend de ce que l'écrivain écrit. Alors quand les gouvernements n'arrivent pas à prendre en compte l'écrivain, donc pour moi c'est un crime parce qu'on se retrouve avec des personnes qui ne s'intéressent pas à la lecture alors que tous les pays qui se disent grands, ils ne le sont que parce que leur peuple lise. Évidemment, nous attendons que l'État congolais se réveille. En se réveillant, il va mettre de l'ordre dans l'importation des intrants d'imprimerie, des papiers, en faveur de la population, en faveur des écrivains. Ce n'est que de cette façon-là, quand les gens sont soutenus dans ce qu'ils font, ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons rendre un grand service à ces pays continents. L'État qui doit prendre la charge de créer des mécanismes d'alphabétisation dans toutes les langues. À ce moment-là, le français étant une langue officielle, donc là aussi, l'écrivain peut à ce moment-là produire des livres au-delà des 10 millions, 15 millions, 20 millions d'exemplaires.
à ce moment-là, ça va coûter 0,00 dollars. Et quand vous le vendez à 0,05 dollars, sur les millions, etc. Donc, l'État doit revenir sur sa définition de la culture. La balle est maintenant dans les camps du ministère de la Culture et des Arts pour la création d'une véritable industrie du livre et surtout l'imposition des bibliothèques scolaires dans les écoles et sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Envolons-nous en dehors de la RDC et faisons place à la page internationale. En janvier 2024, les États-Unis vont exclure de l'AGOA 4 pays africains dont l'Ouganda, une annonce qui n'inquiète pas du tout le président ougandais Yoweri Museveni. Pour lui, Washington surestime trop son importance. Suivons nos confrères d'Africa News. Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé dimanche que les États-Unis surestimaient leur importance après que Washington ait annoncé retirer l'Ouganda d'un accord commercial majeur en raison de violations des droits humains. Washington avait annoncé la semaine dernière exclure à partir de janvier 2024 l'Ouganda, ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger, de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce texte permet aux Africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit, ou encore de lutte contre la corruption. Le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais depuis l'adoption en mai d'un texte baptisé Loi anti-homosexualité 2023. Un texte qui prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Mais Yoweri Museveni a dit dimanche aux Ougandais de ne pas être trop inquiets du retrait de l'Ouganda de la liste AGOA. Dès l'adoption de la loi anti-homosexualité, Joe Biden avait appelé son abrogation immédiate et menacé de réduire les aides et investissements américains en Ouganda. Je l'ai annoncé au sommaire, le cabinet de conseil en économie numérique Tech Cabal Insight révèle dans un rapport que le chiffre d'affaires global des plateformes du commerce électronique actives en Afrique devrait connaître une croissance significative au cours de prochaines années. Selon les prévisions, le revenu dans le secteur devrait atteindre 59,18 milliards de dollars d'ici 2027, comparé à 32,49 milliards de dollars en 2022. Suivez. Le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud occupent le podium du classement des pays africains où le commerce électronique implique le plus la population. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet des conseils en économie numérique Tech Cabal Insight. Avec 90,9 millions d'utilisateurs du commerce électronique, soit 42,6% de sa population, le Nigeria est en tête de la liste présentée dans le document Future of Commerce Outlook for 2024, publié le 12 octobre dernier. Quant aux critères de la pénétration d'Internet, le pays occupait la 6e place dans les classements de Business Insider, publiés en août 2022. L'Égypte se range derrière avec 62,4 millions d'acheteurs en ligne, toujours selon Tech Cabal Insight. Les réformes gouvernementales ont encouragé les détaillants informels à formaliser leurs opérations. Le volume du marché électronique devait passer de 7,88 milliards de dollars en 2023 à 15,71 milliards de dollars d'ici 2028. Avec 55,7 millions d'habitants, l'Afrique du Sud se positionne 3e. L'utilisation en 3D Secure dans les transactions en ligne a réduit l'abandon des paniers. Les principales catégories de produits achetés sont les données et les temps d'antenne, les vêtements et divertissements en ligne. Ce pays est suivi par le Kenya qui compte 22,6 millions d'utilisateurs du commerce électronique. Celui-ci possède un taux élevé d'inclusion financière, précise Tech Cabal. Les principales catégories de commerce électronique incluent le jouet, le meuble, la mode, les appareils électroménagers, l'alimentation et les soins personnels, l'électronique et l'audiovisuel. Enfin, le Maroc arrive 5e, comptant 14,7 millions d'acheteurs en ligne. Le royaume chérifien a aussi le 2e taux de pénétration d'Internet le plus élevé du continent.
Les transactions en ligne utilisant des cartes nationales ont augmenté de 43% au cours de l'année 2020, note des cabinets. Le chiffre d'affaires du commerce électronique devrait augmenter sur le continent de 10,4% par an jusqu'en 2027 à 59,18 milliards de dollars. En 2022, cet indice s'est élevé à 32,4 milliards, ayant fait un bond à partir d'un volume de 13,58 milliards enregistré en 2018. Le nombre d'acheteurs en ligne africains devrait également augmenter de 17,9% en moyenne par an entre 2023 et 2027. Il pourrait atteindre 609,3 millions d'acheteurs en 2027 contre 387,5 millions d'acheteurs en 2022 selon les prévisions du cabinet. Autrement dit, le taux d'adoption du commerce électronique sur le continent devait passer de 32% en 2022 à 44% en 2027. Les facteurs qui devraient y contribuer sont le nombre croissant d'utilisateurs de l'Internet mobile ainsi que la hausse de l'adoption des services financiers numériques, notamment l'Internet banking et l'argent mobile. L'actualité se poursuit sur Géopolis Télévision. Faisons place à la revue de presse. Ce 8 novembre 2023, nous avons Blaise Kozola pour la revue de presse. Bonsoir Blaise Kozola. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Commençons par ceci. L'élection 2023, l'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale. En effet, Damani Mujinga, c'est l'avenir qui l'a titré. Ce matin, élection de décembre 2023, l'Union européenne va déployer une mission d'observation électorale. Lentement mais sûrement, nous tendons vers l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Plus question de douter quant à la concrétisation de ces grands rendez-vous, même si certains acteurs demeurent dubitatifs. C'est sans compter avec la détermination de la CENI qui veut offrir aux Congolais des élections crédibles, démocratiques et transparentes. Pour y arriver, en effet, la CENI a multiplié des rendez-vous, a entrepris des réformes pour rassurer les uns et les autres de sa volonté de redorer l'image ternie de la centrale électorale. Là où certains présageaient un report, la CENI, qui est financée par le gouvernement de la République, n'a cessé de rassurer les uns et les autres. Pour ne pas être pris au dépourvu, de missions d'observation électorale commencent à annoncer leur volonté d'accompagner le processus électoral à travers une observation des scrutins. C'est dans ce sens que l'Union européenne n'a pas voulu déroger à la règle. Elle aussi aura une mission d'observation électorale, ne s'était pas déployée en RDC. Il nous revient que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a nommé lundi Malin Brok au poste d'observatrice en chef de la mission d'observation électorale MOE pour les élections générales en RDC. Et quant à la campagne électorale, les candidats présidents seront fixés vendredi prochain sur l'ordre d'enregistrement des émissions. Damani Mujinga, c'est Forum des As qu'il a titré ce matin, c'est mardi, début de la campagne électorale. Les candidats présidents connaîtront l'ordre d'enregistrement des émissions le vendredi prochain. Contrairement à en 2018 où le tirage au sort des enregistrements des émissions des candidats à l'élection présidentielle est annoncé, contrairement à 2018 où le tirage au sort, je disais, des enregistrements des émissions des candidats à l'élection présidentielle est annoncé pour ce vendredi 10 novembre. Ce tirage qui permettra de déceler l'ordre d'enregistrement des émissions réservées aux présidentiables au cours de la soirée électorale qui sera organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, à quelques jours du début de la campagne électorale qui va démarrer. Le 19 novembre prochain, le haut conseiller du CESAC se sont réunis en urgence. Hier, lundi 6 novembre, au menu de la rencontre, l'organisation de la soirée électorale destinée au tirage au sort des enregistrements des émissions des candidats présidents de la République. Selon le rapporteur Oscar Kabamba,
Le CESAC va procéder au cours de cette soirée à un tirage au sort qui va indiquer l'ordre des passages à l'antenne de tous les 26 candidats lors des émissions des débats, les émissions débats qui seront organisées. Au total, 12 journalistes seront appelés à animer ces émissions. Selon l'autorité de régulation, ces derniers ont été ciblés au regard de l'expérience et de leur notoriété. Ils seront coachés par un panel d'encadreurs parmi lesquels, parmi lesquels de professeurs d'université et représentants de quelques médias. Toutes les émissions seront enregistrées à la radio-télévision nationale congolaise, a dit le rapporteur de la CENI. Et enfin, Blaise Kouzola, rétablissement temporaire de l'électricité à Goma. En effet, c'est Actualité.cd qui l'a titré cet après-midi. Nord Kivu, la société Virunga Energy annonce le rétablissement de manière temporaire de l'électricité à Goma. La société Virunga Energy, un des principaux fournisseurs d'électricité au Nord Kivu, annonce le rétablissement de l'électricité dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce rétablissement est de manière temporaire, souligne Virunga Energy. Cette situation fait suite aux affrontements en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 qui perturbe gravement l'approvisionnement en électricité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon les sources locales, un engin lancé par le M23 avait touché la ligne moyenne tension conduisant l'électricité de Rutshuru à Goma via le Nyiragongo. La veille, la société disait qu'elle était dans l'incapacité de rétablir l'électricité en raison de la proximité des affrontements. Cette situation a des conséquences humanitaires importantes, notamment la mise hors service de pompes d'eau courante dans certaines zones de la ville et l'impact sur l'éclairage public et les hôpitaux mettant potentiellement en danger de vie, indiqué Virunga Energy dans un communiqué. Les combats ont donc repris depuis jeudi dernier dans la région de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Ce lundi, les affrontements ont eu lieu dans le groupement de Kibumba et Boumba, ainsi que dans le parc de Virunga. C'est donc par cette phrase que nous bouclons la revue de presse de ce mardi 7 novembre 2023. Merci à vous, Blaise Kouzola. Merci à vous, Damani Mujinga, et au revoir. Fin de la revue de presse. Madame, Messieurs, ce journal est presque terminé, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, affirme une fois de plus la tenue des élections générales pour le 20 décembre prochain. Il a fait cette annonce en Séoul, en Corée du Sud, où il est en mission pour suivre la finalisation du matériel électoral qui avait été commandé. Et à l'international, selon un rapport du cabinet de conseil en numérique Tech Cabal Insight, le chiffre d'affaires global des plateformes du commerce électronique actives en Afrique devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Vous avez eu les détails dans cette édition. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.